Bonjour et bienvenue sur LCDH, notre chaîne YouTube d'information dédiée au Covid et assimilé. Nous sommes revenus prêts à vous informer sur tout ce qui se passe dans le monde du Covid. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos infos. Madame, Monsieur, bonsoir, voici les titres. La réaction de Pierre Gentillet aux propos de Christian Estrosi. Après les Yvelines, c'est à Paris de suspendre le port du masque obligatoire. Allons-nous vers une sortie de crise ? Encore un revers pour Joe Biden. Le prix Nobel Luc Montagnier et la généticienne Aude Henrion étaient hier au Parlement luxembourgeois suite à une pétition contre l'obligation vaccinale. Écoutez, c'est ridicule. Déjà, il faut rappeler une chose. Vous l'avez rappelé, Christian Estrosi, il a changé beaucoup de position. Effectivement, il était pour l'hydroxychloroquine parce qu'il sait que par chez lui, il y a Didier Raoult et Didier Raoult est assez populaire. Mais Christian Estrosi, c'est le maire de Nice. Et Nice, c'est un peu la capitale des boomers en France. Donc évidemment, il fait plaisir à son électorat, c'est logique. Ensuite, si on peut raisonner 30 secondes, ce propos, il faut le poser dans le bon sens. Faut-il être plus sévère avec les non-vaccinés ? Oui. Vous savez, en droit, pour être sévère, pour infliger une sanction, il faut encore qu'il y ait une faute. Voilà. Quelle est la faute de ces gens-là ? En droit, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Donc s'il n'y a pas d'obligation vaccinale, il n'y a pas de faute de ces gens-là. Donc dire qu'on va leur retirer l'assurance chômage, dire, comme j'ai entendu sur d'autres plateaux, qu'on ne devrait pas leur faire payer leurs frais d'hôpital, juridiquement, c'est une connerie, et moralement, c'est aussi une connerie. Donc, mais j'ai envie de dire, avec Christian Estrosi, c'est un peu une suite. Donc je suis un peu sévère, vous mais... Vous n'êtes pas fan de Christian Estrosi, hein ? Non, pas beaucoup, non. Non, mais... On ne vous verra pas Nice cet été. Non, moi j'aime pas trop. Après les Yvelines, c'est maintenant à Paris de suspendre l'obligation du port du masque en extérieur. Comme ce n'était ni nécessaire, ni strictement proportionné, le tribunal administratif a souhaité suspendre l'arrêté. C'est une excellente nouvelle. Diego Dodline, il sera le suivant à s'exprimer. Que celle-là, déjà il faut noter que ce masque aura été le serpent de mer de cette crise sanitaire. Interdit, obligatoire, conseillé, FFP2, pas FFP2. On l'aura vu de toutes les sortes et on voit que cela continue. Mais c'est en effet une excellente nouvelle parce que on aimerait qu'en fait chaque mesure de ce gouvernement soit jugé à l'aune des critères que vous avez donnés. Est-ce que c'est excessif ? Est-ce que c'est disproportionné ? Est-ce que c'est approprié ou pas ? Et ça, malheureusement, on ne l'a pas vu pour toute cette batterie, ce florilège d'interdictions qui a fleuri et qui rend les interdictions, les limites ou les conseils utiles, démonétisés. Parce que à force de pondre des lois absurdes, des ubuesques, eh bien, ce qui pourrait être utile est également décrédibilisé. Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors on l'avait déjà relevé, et assez tôt, en Grande-Bretagne, que cette vague était très haute, mais très brève, on ne parle que des contaminations, mais ça se confirme ces derniers jours. Regardez ça, c'est la vague des contaminations en Grande-Bretagne. Alors franchement, je crois que la contestation n'est plus possible, la baisse elle est claire. Dans l'autre pays qui a été touché une dizaine de jours avant nous, le Danemark, c'est un peu moins clair. On peut dire qu'il y a une tendance qui se dessine, on peut dire que ça n'augmente plus, mais que cette dernière baisse-là, elle demande à être confirmée. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la France. Peut-on effectivement affirmer, Baptiste, qu'on arrive au pic de l'épidémie ? En tout cas, c'est la première fois qu'on entend un membre éminent du Conseil scientifique, en l'occurrence le professeur Bruno Lima, le dire de cette manière. Vous allez entendre, il y a évidemment des précautions de langage, mais le diagnostic est bien là, écoutez-le. On voit qu'on est peut-être en train de passer par un espèce de pic épidémique. Ça mériterait d'être confirmé. Et on est rassuré dans ce sens parce que les Anglais aujourd'hui commencent à voir décroître de façon significative, pas encore très importante, mais significative, le nombre de cas. Et donc, comme ils ont à peu près une semaine d'avance pour nous, on peut se dire que peut-être que voilà, la semaine qui vient va être celle qui va permettre de faire la bascule vers la décroissance du nombre de cas. Alors regardons 3 indicateurs qui annoncent cette bascule et les signaux positifs. Le premier, c'est de regarder vers Paris, premier département à être touché par la vague Omicron. Logiquement, le premier qui va aussi subir la décroissance et la décrue d'Omicron. Regardez cette légère inflexion, on est vraiment dans les derniers jours. Le taux d'incidence, le nombre de contaminations, il commence à basculer et la baisse devrait se confirmer dans les prochains jours. Le deuxième indicateur, alors là c'est encore plus parlant, on parle du taux de positivité qui s'est stabilisé à 18% depuis maintenant une semaine, 7 jours qu'il est à ce niveau-là.
Pourquoi c'est important? Parce que cet indicateur, entre guillemets, il ne ment pas. C'est-à-dire, plus vous allez tester votre population, plus vous avez des chances, des risques de trouver des cas positifs. Sauf que ce taux de positivité, lui, il mesure en proportion le nombre de tests positifs sur le nombre de tests réalisés. C'est un indicateur clé qu'on a souvent donné sur ce plateau. Et puis le troisième indicateur, c'est la variation du nombre de cas quotidiens en France. Et je vais attirer votre attention sur ce dernier petit rectangle rouge, plus 9%. C'est-à-dire qu'hier, mercredi, on a enregistré seulement 9% de plus de cas que le mercredi de la semaine passée. Beaucoup d'observateurs regardent cet indicateur-là parce que vous voyez que se montre sous nos yeux cette vague. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on a enregistré des augmentations qui allaient même jusqu'à près de 150%. C'est-à-dire un mardi, on avait 150% de cas de plus que le mardi de la semaine d'avant. Ça, c'était pour montrer l'ampleur de la vague. Ce taux d'évolution à 9%, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Voilà. Et ça peut annoncer effectivement le fait qu'on arrive à zéro. Et zéro, ça veut dire que ça n'augmente plus. Et que ce sera quand on passe en dessous, ça veut dire que ça diminue. Dans ce contexte, vous nous dites, Baptiste, que la sortie de crise s'organise. Comment est imaginé aujourd'hui, au gouvernement, le relâchement des contraintes sanitaires? C'est vrai qu'il planche sur l'après. La nouveauté des dernières 24 heures, c'est que l'assouplissement, il se joue déjà. Prenez la fameuse jauge, vous savez, pour les rassemblements en extérieur. Le Sénat a voté hier la suppression du plafond qui avait été décidé à 5000 personnes maximum. On pourrait aller jusqu'à 50% de la capacité. Par exemple, dans les stades, reste à savoir si le gouvernement et l'Assemblée nationale va laisser passer l'amendement. Il y a un événement qui devrait un peu mettre la pression, c'est qu'à partir du 5 février prochain, il y a le tournoi de rugby des 6 nations. Il y a 2 matchs de l'équipe de France dans la semaine qui suit qui s'annoncent avec 80 000 spectateurs au Stade de France. Les billets ont été vendus. Ce serait dommage que 50% doivent être remboursés. Pour le reste, ce qui se murmure, c'est que l'horizon serait la mi-février. C'est assez logique parce que c'est au moment où cette décroissance des cas va commencer à se traduire dans les hôpitaux et que la pression hospitalière va commencer à se soulever. Le masque en extérieur, par exemple, il pourrait disparaître à ce moment-là. Là aussi, il y a des dernières avancées sur les 24 dernières heures. Le tribunal administratif de Versailles a suspendu le port du masque en extérieur pour le département des Yvelines. Il a considéré que c'était une mesure excessive. Ça, c'est une première en France. Peut-être que d'autres départements vont suivre. Le troisième levier sur lequel le gouvernement devrait jouer, ce sont les tests. Il réfléchit à alléger la politique de tests. C'est vrai que 1,5 million de tests réalisés chaque jour apparaît maintenant démesuré parce que le variant n'entraîne pas les mêmes conséquences et les mêmes risques de cas graves que les précédents. On peut imaginer, par exemple, que soit recommandée l'utilisation d'autotests. C'est un peu à l'image de ce qui a été décidé pour les écoles. D'ailleurs, l'exemple de cela, on l'a sous les yeux. Olivier Véran. Il déclare aujourd'hui qu'il est positif. Donc Olivier Véran, il est positif à l'Omicron. Selon toute vraisemblance, l'Omicron, c'est 95% des cas aujourd'hui enregistrés en France ou à Paris. Il n'y a pas de drame, c'est presque un non-événement. Il est comme tout le monde, Olivier Véran, et il a eu, ou il aura Omicron. C'est tellement contagieux. Vous voulez dire comme tout le monde a été et ou sera gaulliste. C'est un peu ça. C'est un peu pareil, si vous voulez. Voilà, vous vous souvenez, il y a encore quelques semaines, c'était toute une histoire quand quelqu'un était contaminé, quand quelqu'un était déclaré positif. Quand Jean Castex l'avait été, ça avait été très commenté. Olivier Véran, on ne le commente même plus. Parce qu'encore une fois, tout le monde dans son entourage connaît des gens positifs tout le temps. Il y a rarement des symptômes, encore plus rarement des symptômes embêtants et encore plus rarement des symptômes qui pourraient entraîner, par exemple, une hospitalisation, même conventionnelle. La question, c'est quand même de savoir si Olivier Véran a passé le Covid à Jean-Michel Blanquer lors de leur entretien avant le Conseil des ministres mercredi. Non, c'est sa petite fille de 11 ans. Il y a un dernier point sur le relâchement, c'est le télétravail. Là aussi, le gouvernement y travaille, semble-t-il. Oui, puisque Olivier Véran va sûrement avoir recours du coup au télétravail dans les jours qui viennent. Regardez la une de La Voix du Nord. Le télétravail vide les restaurants. C'était ce matin. Et c'est vrai que l'on se rend compte de plus en plus des conséquences de cette mesure, notamment sur la fréquentation des restaurants. Beaucoup jugent cette mesure de 3 jours minimum de télétravail par semaine disproportionnée face à la faible virulence d'Omicron. Du coup, le gouvernement travaille là aussi sur un possible allègement. Voilà. Alors attention, on n'est pas en train de dire que c'est demain, mais c'est quand même significatif que le gouvernement, peut-être donc pour le mois de février, parce qu'encore une fois, il faut le temps que ça se relâche un peu dans les hôpitaux, mais que le gouvernement prépare déjà cette sortie de crise. Et ce qui est important, Baptiste, c'est de noter que certains de nos voisins, et même un peu plus loin,
sont déjà en train de changer de cap face à Omicron, compte tenu du fait qu'on sait que cette vague est donc très brève, autour de 5 semaines, et que l'Omicron, chaque jour le confirme, est vraiment peu agressif. Oui, par exemple, vous avez les États-Unis. Anthony Fauci, on en a longtemps parlé, ce conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire. Il a estimé que les États-Unis pourraient bientôt entrer dans une période où le pays vivra avec le virus. Comprenez la fin des restrictions, on reprend une vie normale. Il y a aussi l'exemple d'Israël qui allège les mesures alors que le pays fait aussi face, comme beaucoup et la quasi-totalité des pays du monde, à la vague Omicron. Les frontières d'Israël rouvrent, les conditions d'isolement des cas positifs, pas des cas contacts, des cas positifs sont assouplies et les tests PCR, ça c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire sur la politique de test. Les tests PCR sont réservés aux plus de 60 ans ou aux plus fragiles. Le dernier exemple, il est de l'autre côté des Pyrénées. C'est l'Espagne. L'Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez qui vient d'annoncer que son pays allait bientôt considérer le Covid comme la grippe, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Justine, comme une maladie endémique et cela passe selon lui par ne plus compter déjà tous les jours le nombre de cas positifs ou ne plus tester dès qu'on a un moindre symptôme. Écoutez, donc Pedro Sánchez. A la espera de lo que nos digan los informes más concluyentes sobre esta variante Omicron, que efectivamente es más contagiosa, parece que es más leve en cuanto a la gravedad de la enfermedad en las personas y, por tanto, creo que tenemos también que ir evaluando la evolución del COVID hacia pues una enfermedad endémica de una pandemia, que es lo que hemos vivido hasta ahora. Endémica. On revient effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure. Merci Baptiste. La Cour suprême des États-Unis a bloqué la décision de Joe Biden d'imposer le vaccin anti-Covid dans les entreprises de plus de 100 salariés, infligeant un autre revers de taille au président démocrate. Très brièvement, de l'histoire, madame les députés, madame la présidente, madame la ministre, de l'histoire de la médecine moderne. Nous n'avons jamais vu un produit qui soit testé en population réelle et ne fasse pas l'objet de tests. Or, nous avons écrit à l'Agence du médicament européen qui reconnaît ne pas avoir les moyens des études de la sécurité de ces produits. Je tiens tous les documents à la disposition de votre Assemblée. L'existence d'un risque non quantifié de génotoxicité et de cancérogénicité, ils le reconnaissent, mais considèrent qu'ils n'ont pas eu le temps matériel ni l'argent de l'évaluer. Et malgré la demande que nous avons faite à l'Agence des médicaments européens, elle n'a pas publié et n'a pas fourni de documents quantifiant l'évaluation du bénéfice-risque stratifié par âge et par statut immunitaire, comme vous l'avez rappelé dès le début. Dès lors, je crois qu'effectivement, quand vous dites, Madame la Ministre, qu'il n'y a pas de médicaments alternatifs, si il y en a, vous l'avez thérapie, il y a eu volontairement les dizaines, des centaines, il n'y en avait pas. Il y a des contrôlés, il y a l'azithromycine, en trithérapie, il y a eu des quand l'histoire vous regarde, des centaines de décisions sur un médicament dont on n'a aucune idée des alternatives, mais en tout cas, s'il va générer des cancers chez ceux chez prendre les décisions sur un médicament dont on n'a aucune idée chez qui on les injecte, s'il va générer des cancers chez ceux chez qui on les injecte, vous posiez la question de la vaccination obligatoire chez qui on les injecte, me semble de nature à justifier que vous vous posiez la question de la vaccination obligatoire. Je vous remercie. Quelques minutes. Le pass vaccinal, pourquoi il ne sert à rien? Quand vous êtes, vous avez le virus, vous le transmettez. Mais si vous êtes vacciné, vous le transmettez quand même. Tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, votre pass vaccinal, il ne sert à rien. Puisque de toute façon, que vous soyez vacciné ou que vous ne soyez pas vacciné, vous transmettez votre virus. Moins. Mais je vais vous dire, on dit toujours ça. Mais même ça, ce n'est pas forcément vrai. Les études varient, etc. Donc, en l'occurrence, le pass vaccinal, qui est une arme d'urgence, j'en reviens toujours à mon raisonnement. On refuse toutes les armes d'urgence. Le pass vaccinal, les tests permanents pour les enfants, le masque pour les enfants qui leur pourrit la vie. Je vous assure, c'est une hantise des enfants.